Euh, Super, merci Sylvain, merci Slimane pour l'introduction. Bon, je suis le seul à parler ce soir, grosse pression. J'espère que ça va être intéressant et voilà, n'hésitez pas à me poser des questions à la fin. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu, nous, ce qu'on a fait en termes de sécurité. Donc avant de vous donner plus les détails, voici quelques points avec lesquels vous pourrez repartir à la fin de cette présentation. 1. Traquer les coordonnées GPS d'utilisateur. 2. Faire en sorte que Talent paye votre abonnement à un cloud storage, genre Google Drive ou Dropbox. Et 3. Quand même un truc utile, une astuce super simple pour protéger votre back-office contre les attaques XSS. C'est une des plus répandues, je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, mais voilà. Donc c'est vraiment trois choses qu'on va aborder pendant cette présentation. Et le contexte derrière tout ça, c'est nous, ça fait 6 ans qu'on existe, on est une plateforme donc avec des utilisateurs, des candidats, des recruteurs, et on veut faire en sorte que les choses soient faites de manière sécuritaire, on va dire, que les données soient safe, que personne puisse se faire passer pour quelqu'un d'autre, que personne envoie d'email à notre place. Et donc plus on devient gros, plus assurer ça devient difficile. Donc avant de commencer dans le compte-rendu de ce qu'on a fait, d'abord présenter un peu comment on organise ça chez Talent. Donc on a une équipe d'une 10-15 développeurs. On a une guilde sécurité, donc c'est des développeurs full stack qui font du Ruby on Rails et du React, mais on en a 3 parmi eux qui ont pris en charge le sujet sur la sécurité. Et donc leur responsabilité, c'est d'investiguer quand on a des personnes qui nous reportent des vulnérabilités. Donc ils nous disent, pour info, j'ai réussi à faire ça et ça avec votre site. Donc eux, ils vont regarder si effectivement c'est avéré et quel est le degré d'urgence. Ils vont former tous les autres développeurs pour qu'on applique les bonnes pratiques de sécurité. Et ils vont aussi faire des projets un peu plus long terme pour s'assurer que ce soit bien fait. Donc ça, c'est les 3 développeurs qu'on a. Donc il y en a 2 qui s'appellent Émilie sur 3, donc Émilie, Thierry et Émilie. Et derrière, pour ce que je vais vous présenter là, on a fait appel à une société qui nous a aidés en 2020, fin 2020 et fin 2021 pour performer un audit qui s'appelle, donc la société s'appelle Dev&Sys. Et leur mandat, c'était de nous auditer tous les ans. Et donc, ce qu'ils font, c'est que pendant une semaine, on leur donne quelques accès et eux, ils essayent de craquer notre plateforme. Donc, soit avoir accès à des données auxquelles ils ne sont pas censés avoir accès, soit se faire passer pour d'autres utilisateurs, soit faire du denial of service, donc faire tomber nos serveurs. Donc voilà, c'est vraiment leur but, c'est détruire notre application en une semaine. Voilà. Pour le contexte, et maintenant, première chose, on n'a pas trouvé de vulnérabilité critique, ce qui est rassurant. Donc, dans les slides, vous avez trouvé des petites vulnérabilités, low à medium, dont la plupart ont déjà été résolues. Mais vous inquiétez pas, si jamais vous utilisez Talent.io, les données sont sécures. Ok, je vais vous présenter rapidement l'architecture de nos applications. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on fait exactement, mais juste pour que vous voyez un peu tous les différents composants, parce qu'en fait, dès qu'il y a un composant dans une application, c'est potentiellement un maillon où il peut y avoir une friction. Donc nous, la manière dont on a organisé, donc on a 3 grosses parties d'app. On a une candidate app, un back-office et une app pour les recruteurs. Donc c'est 3 angles d'attaque avec des utilisateurs différents. On utilise Heroku, donc tout est hosté sur Heroku. C'est important. On a aussi, donc ça c'est pour tout ce qui est la partie qui utilise qui a des utilisateurs logués. Et pour la partie plus statique, site marketing, on va dire, on utilise une solution qui s'appelle Webflow, qui est complètement gérée par l'équipe marketing. Nous, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on route les requêtes qui nous arrivent en fonction de si l'utilisateur est logué ou non, soit chez nous, donc sur Heroku, soit sur le site Webflow pour que les personnes accèdent au site statique. Et le dernier point, c'est que j'ai vraiment simplifié notre architecture. Donc le request routing, c'est fait on est sur AWS, sur EC2.
Et enfin, on a un autre point qui est important, c'est que l'asset management, donc tout ce qui est les images et les contenus qui sont uploadés par des utilisateurs, c'est géré sur S3 et c'est distribué par CloudFront. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que ça fait exactement, mais le point important, c'est de se dire que les endroits où on a trouvé des vulnérabilités, c'est pas chez Heroku, c'est pas chez Webflow, c'est pas dans AWS, mais c'est plutôt le code qu'on a fait évidemment, et aussi la manière dont on a configuré S3. Donc première leçon, c'est que si vous utilisez les choses du marché, si vous vous hostez pas sur votre serveur maison, les choses en général, vous avez moins de chances d'avoir des failles de sécurité. Et c'est le cas pour nous. Ok, on va passer à la première faille de sécurité. Et donc, pour vous mettre un peu dans le contexte, on va s'imaginer qu'on est à la place de quelqu'un qui s'appelle Yves et qui a envie de savoir qui est-ce qui est connecté chez Talent, enfin, qui est-ce qui utilise Talent.io. Donc, c'est une faille qui s'appelle User Enumeration. Donc, ça permet de savoir, étant donné un service, qui est utilisateur de ce service. Il y a des services pour lesquels c'est peut-être critique, il y a des services pour lesquels c'est moins critique. Typiquement, nous, c'est pas très grave de savoir que quelqu'un utilise Talent.io, mais c'est possible. C'est une vulnérabilité qui, je pense, existe dans beaucoup de sites. Et nous, la première fois que ça s'est manifesté, c'était en 2020, avec la fonctionnalité de password reset. Donc, on a un utilisateur, il a oublié son mot de passe, il nous fait une requête pour reset son mot de passe. Et donc voilà, chez nous, ça se traduit comme ça. Donc, inform, forgot password, je tape mon email et là, bam, Benjamin Talent.io, ça existe déjà. Donc en gros, ça veut dire que si quelqu'un veut savoir si n'importe qui est déjà utilisateur de Talent.io, ils ont juste à taper l'adresse email de cette personne ici et ça leur permet de savoir si c'est lié. Encore une fois, pour nous, c'est pas très grave, mais malgré tout, c'est embêtant. Donc ce qu'on a fait pour le fixer, c'était relativement simple, c'est-à-dire qu'au lieu de dire Benjamin Talent.io, ça existe déjà, on autorise les personnes à soumettre le form. Et quoi qu'il arrive, que l'email adresse existe ou pas, on va avoir une notification qui dit globalement, si vous avez un compte qui existe, vous avez reçu un email. Donc là, ça veut dire que la seule personne qui peut vraiment savoir après cette résolution si Benjamin Talent.io existe sur la plateforme, c'est une personne qui, ça peut être que la personne qui est propriétaire de l'adresse email. Donc du coup, ça, c'est plus une vulnérabilité. Donc voilà, on pensait qu'on était tranquille. Et 2021, deuxième audit, boum, on a dit il y a encore une user enumeration sur le sign-up form. Et là, l'autre, je l'ai appelé le mini-boss parce que c'était c'était relativement simple de le résoudre. Lui, je l'appelle le boss final parce que pour le résoudre, il faut complètement changer la manière dont on fait sign-up les personnes sur Talent. Donc en gros, là, on est sur le formulaire d'inscription. Et donc, si on voulait résoudre ça, ce qu'il faudrait faire, c'est que l'adresse email existe ou pas, il faudrait qu'on offre le même flow. Donc ça veut dire, dans notre cas, on pourrait imaginer, donc si l'adresse email existe et que c'est le bon mot de passe, c'est que c'est probablement le propriétaire de l'adresse email qui a fait la requête, donc on le redirige sur l'application normalement, donc ça c'est bon. Si l'adresse n'existe pas et que c'est un mot de passe, si l'adresse n'existe pas, on peut créer le compte. Et le truc, c'est si l'adresse existe et que ce n'est pas le bon mot de passe, c'est là où on a un problème. Parce que du coup, en théorie, il faudrait créer le compte, mais en théorie, il faudrait aussi le rediriger sur là où il en est dans l'app. Et donc, ce qu'il faut faire dans ce cas, ce serait changer la première étape de sign-up en disant, pour franchir cette étape, il faut avoir un email de confirmation. Et donc, du coup, ça fait qu'au lieu d'avoir un sign-up relativement rapide, c'est un sign-up où la première étape, c'est d'aller checker dans ses emails l'email de confirmation qu'on vient de recevoir, ce qui n'est pas très pratique. Donc, du coup, c'est une vulnérabilité qu'on a décidé de ne pas résoudre. Donc, voilà, la sévérité, comme on l'explique, c'est low parce que l'information qu'on donne à disposition, elle n'est pas très intéressante. Comment y remédier, c'est très difficile sans compromettre l'expérience utilisateur. Donc voilà, les deux choses que j'ai proposées. Donc il y a une autre chose qu'on peut faire par rapport à ce que j'ai proposé, c'est de se dire on n'accepte plus les sign-up par email et on oblige les gens à utiliser quelque chose comme Google ou Facebook ou LinkedIn qui
prouve l'identité de la personne. Et voilà, l'autre point que j'ai expliqué avant, c'est forcer une email confirmation si c'est un nouveau sign-up ou si c'est un sign-up avec une email adresse et un mauvais mot de passe. Voilà, donc ça c'était la vulnérabilité numéro 1. La vulnérabilité numéro 2 qui nous a un peu embêtés, c'est une vulnérabilité qu'on appelle Unrestricted File Upload. Et donc là, on va s'imaginer dans le cas de Trudy, qui a envie de justement de demander à Talent de faire le storage d'être un provider de cloud storage, donc de stocker ses fichiers. Donc là où il y a un problème, c'est sur ce form-là. Donc là, c'est le form qu'on a côté admin, et notamment la partie uploader une image, donc télécharger une image sur notre serveur, donc changer son avatar. Et donc ça, c'est un problème pour nous. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe sur comment ça marche le file upload et comment on peut s'en servir pour utiliser nos buckets S3 comme lieu de stockage. Donc en gros, il y a 3 parties dans cet échange. Donc il y a l'utilisateur qui veut télécharger son image, il y a notre backend à nous, et il y a AWS S3. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers, S3 c'est globalement c'est un endroit où on peut stocker des fichiers, facilement y accéder. Donc il y a un système de bucket, on peut télécharger, on peut aussi implémenter quelques restrictions. Et nous, la manière dont on l'utilise, c'est que quand un utilisateur télécharge une image, on la met à disposition sur S3 pour que d'autres utilisateurs de l'application puissent avoir accès à l'image. Et la manière dont ça fonctionne, c'est première étape, l'utilisateur va sur son application et va charger le formulaire qui permet d'uploader une image. Donc, en gros, l'utilisateur fait une requête vers notre backend pour dire je veux le form. Notre backend, lui, va faire une requête vers S3 pour dire faut que tu me donnes une URL signée. Donc on va revenir plus tard sur pourquoi c'est important que ce soit signé pour permettre d'upload mon avatar. Et donc on retourne et à la fin, le retour de tout ça, c'est le formulaire. La raison pour laquelle on est obligé d'avoir une URL qui est signée, c'est qu'on ne veut pas que si quelqu'un connaît l'adresse de notre S3, donc disons de notre Google Drive, il puisse directement aller uploader. Donc il y a des restrictions qui font que tout le monde ne peut pas télécharger des fichiers sur notre bucket S3. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a une première étape où notre backend dit coucou, c'est nous Talent.io, on a un utilisateur légitime qui a envie d'aller uploader quelque chose sur S3, donc on a besoin d'avoir une URL pré-signée, donc avec ce qu'on appelle une signature qui ne peut pas être inventée par quelqu'un qui n'a pas les autorisations nécessaires. L'étape d'après, il y a 2 étapes ensuite. La première, c'est qu'on va télécharger directement l'image sur S3. Donc ça aussi, c'est un truc qu'on faisait, qui peut être un peu problématique, c'est que parfois, au lieu de demander d'abord l'URL à S3, il y a des applications qui vont d'abord télécharger l'image sur le serveur et ensuite envoyer du serveur vers S3. Mais du coup, ça veut dire qu'on va avoir des requêtes qui sont très lourdes parce que ça contient des gros fichiers. Et une requête web, en général, on préfère que ce soit un peu léger quand c'est sur nos serveurs à nous. Donc c'est pour ça que nous, on upload directement sur S3. Donc comme ça, l'utilisateur peut directement communiquer avec notre espace de stockage. Et c'est de manière générale quand même une très bonne pratique de faire ça pour justement éviter de surcharger les serveurs. Et en parallèle, on va aussi notifier notre serveur de dire voilà, l'utilisateur a uploadé son image ici, l'adresse ce sera telle chose. Donc du coup, il faut que le backend y référence l'adresse de l'avatar qui sera sur S3. Voilà, donc ça c'est globalement comment marche ce form avec les différentes parties. Et du coup, le problème qu'on a ici, c'est que
À partir de la partie en jaune, une fois qu'on a généré le form d'upload, l'utilisateur a une adresse sur S3 et soit il peut utiliser notre formulaire pour uploader l'image, soit il peut se dire, en fait, je vais reprendre cette URL présignée et je vais uploader ce que je veux directement sans passer par l'application, mais en faisant une requête post directement en utilisant un curl, par exemple. Et du coup, pour reproduire, effectivement, on n'a pas de contrôle sur l'image sur le contenu qui va être mis sur S3 vis-à-vis de ça. Donc du coup, donc c'est pour ça que je dis, en abusant un peu, qu'on peut utiliser Talent comme provider de stockage, c'est parce que une fois qu'on a cette URL, on peut directement mettre à jour du contenu. Donc pour exploiter ça, il faut récupérer dans le formulaire la presign URL. Donc ça, j'ai fait un inspect. Vous avez ce long formulaire avec la signature qui est ici. Normalement, elle va expirer bientôt, donc même si vous la recopiez, on est tranquille. Et en fait, du coup, l'idée, c'est recopier tout ça dans un curl, tous les paramètres. Le step 2, c'est choisir son fichier et uploader son propre fichier, qui peut être vraiment n'importe quoi. Et le step 3, c'est pouvoir accéder au fichier. Et donc ça aussi, c'est un truc un petit peu dur à protéger et qui peut poser pas mal de problèmes parce que derrière, on peut avoir des utilisateurs qui vont uploader des énormes fichiers, donc des fichiers qui font plusieurs terras, qui peuvent nous coûter très cher parce qu'on va transférer beaucoup de données. Ou ils peuvent mettre des fichiers illégaux, des choses. Et en fait, à partir du moment où il y a des fichiers illégaux et que c'est nous qui les stockons, c'est nous qui pouvons être en danger vis-à-vis de ça. Donc c'est quelque chose d'un peu embêtant. Ah mince, désolé, j'ai raté un peu cette animation. Et donc du coup, voilà, ça pose pas mal de problèmes. Ça nous a été noté comme une sévérité, une vulnérabilité médium. Et en gros, la raison pour laquelle c'est médium, c'est que c'est quand même compliqué de se procurer cette URL, c'est qu'il n'y en a qu'une seule. Et donc si on veut stocker plusieurs fichiers, il faut créer plusieurs comptes, donc ça devient un peu encombrant. Les fichiers sont aussi publiquement accessibles, donc c'est un peu comme si vous aviez un Google Drive, mais qui est accessible publiquement, donc c'est pas forcément super intéressant. Et les manières d'y remédier qu'on nous a indiquées, c'est déjà mettre au moins une limite stricte sur Amazon S3 sur la taille des fichiers, donc pour pas que quelqu'un nous envoie un terabyte de fichiers. Et le deuxième point, si on voulait vraiment faire les choses bien, c'est ce qu'on appelle la modération de contenu, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un fichier qui est envoyé sur nos serveurs, d'avoir quelqu'un qui vérifie à la main est-ce que c'est des contenus valides ou pas. Il y a je pense qu'il y a des solutions qui permettent de auto-modérer les fichiers, mais voilà, il faudrait mettre ça en place. Voilà, donc ça c'était la vulnérabilité numéro 2, c'est-à-dire comment utiliser Talent pour espace de stockage. Vulnérabilité numéro 3 avec ce perroquet très brillant. Alors ça s'appelle EXIF Metadata Information Disclosure. Donc là on va prendre le cas d'usage de Eve qui a envie de savoir un de nos candidats où est-ce qu'il se situait à un moment donné. Et j'avoue que ça c'était une des vulnérabilités qui m'a le plus surprise. C'est que, déjà je réutilise le même slide qu'avant, c'est encore au même endroit, c'est au niveau de l'upload des avatars. Et cette fois-ci, c'est quelque chose d'un petit peu différent. C'est que si on commence le parcours de qu'est-ce qui finit par créer un avatar, c'est qu'on a quelqu'un qui prend une photo. Et donc, quand quelqu'un prend une photo, on s'attend à ce que le résultat de cette photo soit stocké grosso modo comme étant un tableau de pixels. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas seulement un tableau de pixels qui représente la photo, mais c'est aussi des métadonnées qui sont parfois au niveau du téléphone ou au niveau de l'appareil photo préenregistrées
Et donc notamment, on peut avoir des informations sur qui est-ce qui a photographié. Donc par exemple, si vous avez lié un compte avec votre appareil photo, ou ne serait-ce qu'avec l'appareil photo de votre téléphone, voilà, on peut savoir qui a pris la photo. On peut savoir quand est-ce qu'elle a été prise et à quelle heure. Et on peut aussi savoir les coordonnées GPS de la photo, donc notamment si vous prenez une photo avec votre téléphone, en fonction de vos paramètres de confidentialité, en plus de la photo, est stocké l'endroit où a été prise la photo. Donc ça peut être chouette pour savoir où est-ce que vous avez pris une photo. Mais le problème, c'est que ça donne un format JPEG et d'autres formats, mais possiblement, c'est pas très rassurant. Et en gros, ce qui se passe, c'est que quand vous allez uploader votre avatar chez nous, donc nous, on va prendre votre image JPEG, mais on va prendre tout ce qui va avec, parce que, avant qu'on m'ait indiqué ça, je ne savais pas qu'il y avait toutes ces données. Et que globalement, les données sont uploadées telles quelles sur S3, encore une fois. Et que quelqu'un, donc un recruteur qui va voir votre photo de profil, s'il télécharge la photo, mais il aura accès aux mêmes données. Donc il pourra savoir que vous étiez à tel endroit quand vous avez pris la photo, que telle personne a pris la photo. Et ça fait... c'est intéressant, mais c'est aussi un peu flippant. Du coup, c'est quelque chose qu'on a adressé. Parce que ça permet d'avoir accès à la localisation des utilisateurs à un moment donné, parce qu'on a qui a pris la photo, les coordonnées GPS et quand est-ce que ça a été créé. Donc rassurez-vous, ce n'est pas le cas sur toutes les photos. Il y a beaucoup de photos sur lesquelles on n'a pas toutes ces informations, mais ça peut arriver. Donc en gros, il faudrait qu'on pourrait avoir un attaquant qui télécharge toutes les photos de nos candidats. Donc il faudrait qu'il ait accès à tous les candidats et qui ensuite extrait les métadonnées. Donc ça, c'est comme ça qu'on peut le faire. Et comment y remédier ? En fait, c'est simple, il faut juste enlever les informations EXIF au moment d'uploader. Donc ça, c'était une vulnérabilité assez surprenante qui nous a été remontée pendant l'audit de 2020. Voilà, donc ça, c'était les 3 vulnérabilités les plus intéressantes parce que je trouve qu'elles s'expliquent assez facilement. On a eu quelques autres vulnérabilités qui sont un peu moins intéressantes. On n'a pas eu les trucs un peu classiques, donc les injections SQL ou quoi que ce soit. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était de vous présenter quelques astuces qu'on a mis en place depuis presque le début de Talent et qui nous ont sauvés plein de fois et qui font passer des vulnérabilités de exploitables à absolument pas exploitables. Donc la première chose, c'est d'utiliser, je le disais au début, utiliser Heroku, ça fait qu'on n'a pas besoin de se coltiner, d'appliquer les patchs de sécurité, tout est fait automatiquement. Donc voilà, ça c'est un truc où il n'y a pas d'erreur humaine de notre côté qui est possible. Et donc c'est quand même un vrai bénéfice. Après, je dis Heroku, mais ça marche avec tous les équivalents. Je ne fais pas spécialement de la pub pour Heroku. Mais voilà, avoir votre infrastructure qui est managée soit par une équipe dédiée, soit par une entreprise, c'est souvent mieux. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle, non, c'est pas ce que j'appelle, c'est la génération des ID pour nos modèles. Donc, quand vous stockez par exemple des utilisateurs dans votre base de données, par défaut, le numéro d'ID va être séquentiel. Donc, le premier utilisateur, il va avoir l'ID numéro 1, le deuxième l'ID numéro 2, etc. Et donc, nous, un truc qu'on a fait il y a peut-être 4-5 ans, c'était de se dire, plutôt que d'avoir des ID séquentiels qui permettent plein de choses, donc déjà de savoir, potentiellement de lister tous nos utilisateurs, qui permettent aussi de savoir combien d'utilisateurs on a, on s'est dit, on va plutôt passer ça en pseudo-random. Je ne vais pas vous dire exactement comment on passe des idées séquentielles au pseudo-random, mais le résultat est que si jamais on a une vulnérabilité sur un chemin où quelqu'un a accès, par exemple, on peut reprendre l'exemple des avatars. Si on avait l'URL vers l'avatar qui contenait l'ID de l'utilisateur,
si jamais cet ID est séquentiel, c'est très facile de l'exploiter parce qu'il y a juste à lister tous les ID séquentiellement entre 1 et 1 million, on va dire. Et là, on peut récupérer absolument tous les avatars, extraire tous les EXIF métadonnées. Et donc se constituer, en tant qu'attaquant, une vraie base de données d'informations liquées. Quand on a des ID pseudo-random, en fait, c'est très difficile parce que globalement, entre l'ID le plus petit et l'ID le plus gros, c'est principalement des trous. Donc, il faut vraiment avoir de la chance pour trouver des ID qui sont pertinents. Donc, ça peut toujours être brute forcé, mais c'est beaucoup plus difficile à brute forcer, ce qui fait que la vulnérabilité est beaucoup moins facile à exploiter. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que je vous conseille quand vous pouvez, de ne pas utiliser des ID séquentiels, mais vraiment d'utiliser du pseudo-random. Et le dernier point, c'est vraiment le truc le plus basique qu'on a implémenté. Ça s'appelle d'ailleurs Basic Auth. Donc c'est vraiment pour protéger l'accès à notre back-office. Et globalement, ça nous a sauvé plein de fois. Parce que, évidemment, je déconseille de mettre admin et password comme username et mot de passe parce que sinon, c'est pas très secure. Mais globalement, on a un système qui change le nom d'utilisateur et le mot de passe régulièrement. Et ça nous a évité plein d'attaques. Donc XSS, j'y viens, donc c'est du cross-site. Non. Je l'ai plus. Cross-site scripting, merci Sylvain. C'est cross-site scripting. Donc globalement, en général, ça se manifeste par des utilisateurs qui vont mettre des balises HTML ou du JavaScript dans leur nom d'utilisateur, par exemple, en espérant que leur nom d'utilisateur soit utilisé quelque part, que ce ne soit pas correctement escape et que ce soit interprété comme du JavaScript et pas comme du texte. Et dans ce cas-là, à partir du moment où ils ont accès à du JavaScript, ils peuvent exécuter du code. Et globalement, nous, ce qu'on a déjà eu comme attaque, c'est quelqu'un qui nous a pris un screenshot de notre back-office en nous disant « j'ai accès à votre back-office ». Et en fait, grâce à Basic Auth, il ne pouvait pas naviguer sur les différentes pages. Parce qu'en gros, il avait juste réussi à prendre un screenshot du HTML et à se l'envoyer pour nous le restituer. Mais en fait, il n'avait pas vraiment eu accès à notre back-office parce qu'il ne pouvait pas... quand il allait dessus, il faisait face à cet écran-là, il n'avait pas les instructions. Et donc ça nous a principalement sauvés sur les vulnérabilités un peu... qui forcément peuvent échapper. Donc ça, c'est très très simple à mettre en place. Donc voilà, si vous avez un back-office à protéger, je vous conseille d'utiliser ça parce que ça permet aussi, si un des administrateurs se fait piquer son cookie ou son mot de passe, ça fait une deuxième couche de sécurité qui peut empêcher d'avoir des soucis. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous ai présenté le résultat des audits de Pentest. C'était assez intéressant parce que c'est vraiment des personnes qui essayent de retourner dans tous les sens notre application. Donc, c'était assez chouette. J'espère que vous avez appris des choses, que ça a attisé au moins votre curiosité. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, je ne sais pas, maintenant ou même plus tard. Je ne sais pas comment vous voulez gérer ça. Évidemment, ça c'est le coup de pub obligé, c'est on recrute. Donc voilà, si vous connaissez des gens intéressés ou si vous-même vous êtes intéressé, n'hésitez pas à en parler. Et puis voilà, merci à tous et à toutes.